Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes toujours le lundi 7 novembre 2022 et je continue mes lectures commentées à partir de cet ouvrage Hegel, Sa vie, son œuvre, par Jacques Dont, agrégé de l'université, docteur S. Lettres, 1967. Euh, donc c'est à C'est en lien avec le site Mécanique universelle selon lequel l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. C'est la théorie que je développe depuis 22 ans maintenant. Voilà. Et donc déjà, d'une part, si vous pensez, si vous connaissez un petit peu mon travail, s'il vous paraît intéressant et diffusable, et voilà, si vous pensez qu'il y a un intérêt à le diffuser, eh bien, je vous invite à vous abonner. Il paraît que ça améliore la visibilité, ou à mettre un petit pouce. Voilà. Voilà. Donc, je, je reprends ma lecture et je découvre en même temps ce que je lis. Je ne lis pas avant l'ouvrage. Et ça me permet d'être assez voilà, d'avoir une vision un peu comme ça, spontanée. Alors, c'est vrai que ça fait pas des vidéos très agréables à écouter, parce que je bafouille beaucoup, je suis pas, j'arrive plus à trouver trop du vocabulaire. Parfois, ma mémoire me fait complètement défaut, etc. Donc, c'est pas très agréable, mais eh ben, c'est un petit peu comme euh, chercher de l'or dans le désert australien. Voilà. Il fait chaud, des fois c'est aride, c'est sec, on trébuche, c'est pas très agréable, mais parfois il y a une pépite comme ça de temps en temps que vous trouvez et qui encourage à continuer. Voilà. C'est un petit peu la façon dont, dont se, dont se développent ces vidéos. Voilà. Alors, je reprends ma lecture. Hegel a construit sa phénoménologie en usant au mieux des matériaux dont il disposait, camouflant les lacunes, improvisant des suppléances, bricolant des transitions. Performance d'inventeur astucieux qui en impose au spectateur, mais le laisse parfois pantois. Du moins éprouve-t-il le sentiment incomparable de vous voir lutter une pensée inquiète. Voilà comment lui lisait Hegel dans le texte. Hegel s'exprime souvent par allusion, renvoyant à des textes ou à des faits que, généreusement, il suppose bien connus de ses contemporains, mais qui, en tout cas, ne sont pas facilement repérables par les nôtres. Par prudence, il dissimule certaines de ces sources compromettantes dans l'exposé d'une pensée très subtile. Et je pense que c'est pour ça qu'il utilise aussi les allusions. Euh, et je pense que c'était normal, il y avait des risques d'exposer des idées à l'époque, c'était encore risqué pour un philosophe. Donc c'était tout à fait légitime qu'il agisse comme ça, comme la plupart des philosophes qui ont essayé de bouleverser un peu ou de critiquer le système en place, les dominants en place, mais ont dû le faire soit sous la forme, comme par exemple Bacon, sous la forme des utopies, voilà, ou des camouflages quelconques. Il rajoute comme dans l'exposé d'une pensée très subtile,
il rajoute, comme par coquetterie, des raffinements et des fioritures. Rien ne lui déplairait davantage que de paraître consentir à la facilité. Ça, c'est clair. La phénoménologie porte en sous-titre Première partie du système de la science. Ah, il voulait écrire autre chose derrière alors. Mais dans les circonstances où elle paraissait, en l'absence d'une seconde partie que Hegel ne pouvait espérer rédiger avant longtemps, elle devait, pour se rendre intelligible, participer parfois sur le reste du système et ne pas se confiner dans son rôle d'introduction. Et à mon avis, c'est une œuvre totale, la phénoménologie. Je ne l'ai pas lu, mais c'est mon intuition. J'ai lu la dernière partie, l'apothéose de l'esprit absolu. Voilà. J'ai pas tout à fait compris, évidemment, c'est pas si simple que ça. Mais intuitivement, je pense qu'il y avait tout. Alors, ce qu'il aurait fait, sans doute, peut-être, c'était clarifier, simplifier, éclaircir sa théorie. Mais elle était déjà là. Elle était. Elle dit tout, quoi, hein, apparemment. Elle parle de. Ça me fait penser, tiens, d'ailleurs, au film que Terrence Malick a, avec lequel il a gagné la Palme d'Or. Euh, donc, c'est Into the Life. Je ne me souviens plus comment il s'appelle. Bon, il a gagné sa Palme d'Or. Et je pense que c'est un petit peu comme ça, voilà. C'est une tentative d'expliquer la vie, le tout, et dans ce film-là, la finalité. Il pense à une finalité, Terrence Malick, la fin de l'humanité. Voilà. C'est pas, c'est une, c'est un retour donc à une philosophie téléologique, à une philosophie à système, à une philosophie de l'histoire. Pour moi, hein, c'est mon point de vue. Euh, alors, voilà. Donc cette théorie, cette phénoménologie exploite donc des éléments de savoir dont Hegel prévoyait qu'ils s'intégreraient plus tard au système. Ces intrusions la rendent plus insolite encore. En somme, elle fut elle-même, pour Hegel, une aventure avec ce que cela comporte d'inégal et d'imprévu. Cela lui donne cette allure dégagée, cette impertinence d'un roman à digression, si différente du maintien compassé des ouvrages philosophiques traditionnels. Bien sûr, il a fait une œuvre d'art, voilà, tout simple. Alors, peut-être que c'est ce qu'on dira, peut-être que l'histoire dira ça de la mécanique universelle, que, voilà, au lieu euh, d'un caractère inégal, une aventure euh, d'une aventure naïve avec ce que cela comporte d'inégal et d'imprévu. Cela lui donne une allure simpliste, euh, impertinente d'un roman, pas d'un roman, mais d'un, d'un travail artisanal à digression. Tiens, digression, si différente du maintien compassé des ouvrages philosophiques traditionnels actuels. Voilà. Et je pense qu'il y a la place pour cette nouvelle philosophie aussi. Sa lecture est très ardue, même pour les Allemands. Un Monsieur Jean Hippolyte a heureusement mis à la disposition des lecteurs français, d'une part, une traduction littérale du texte de Hegel, et d'autre part, dans son étude Genèse et structure de la phénoménologie de l'esprit, une transposition en clair, un commentaire interprétatif qui les guide sans toutefois leur mâcher le travail. Voilà. Et donc Jean Hippolyte, c'est un ange là pour Hegel, hein, dans ce travail. C'est quand même, voilà, c'est beau, c'est très beau.
Donc, sa lecture est très ardue, même pour un Allemand. Et d'ailleurs, dans une vidéo que j'ai vue, était dit par, d'ailleurs, un, un- un commentateur et un explicateur de, de Hegel, qui s'appelle Monsieur Tinlan, un philosophe, un professeur de philosophie de Montpellier. Voilà, a dit que finalement, même les Allemands, pour bien lire Hegel, le lisaient plutôt dans la traduction que Jean Hippolyte avait fait, que française, quoi. Donc, mais le lecteur qui franchit les principaux obstacles reçoit bientôt sa récompense, comprenant à moitié, mais cette moitié suffit. Il pénètre dans une œuvre saisissante et admirable. Baroque peut-être en tous les sens de ce mot. Il faudra que je me plonge un jour ou l'autre. Voilà, quand j'aurai le temps, quand je serai devenu vieux, que je me que je me plonge dans cette œuvre-là quand même. Elle est importante. À chaque page, il éprouve la joie d'acquérir une connaissance nouvelle, ce lecteur, et surtout de gagner la révélation du sens d'un comportement ou d'une doctrine, et des idées vétustes le quittent, avouant leur platitude. Ben, un bel hommage d'un lecteur d'Hegel, là, c'est magnifique. L'étonnement du lecteur accompagne les émois de la conscience qui tient la scène. D'ailleurs, ça fait X temps que j'essaye que je me dis, je vais quand même voir qui est ce Jacques Dott. Est-ce qu'il a un... Euh, Dott. Est-ce qu'il a une page sur... Oui, quand même, il a une page sur... Voilà. Alors, il est né... Ah, il est décédé en 2012. Il était né en 1920. Est un philosophe et résistant français, né à Tours le 17 avril 1920 et mort le 10 février 2012 à Paris 8e. Voilà, beaucoup de ces philosophes avaient été des résistants, des grands poètes, voilà, c'est quand même... Euh, ils savaient qu'il était important de lutter contre ces idées affreuses. Jeune professeur à Chinon, sympathisant communiste durant la Seconde Guerre mondiale, Jacques Dott fut membre du mouvement Résistance et Combat. Ancien élève de Jean Hippolyte et de Paul Ricoeur, professeur émérite de philosophie. Ah, il a travaillé au centre. Bon, je vous renvoie à la lecture sur Wikipédia. Eh bien, c'est bien. Bon, c'est infime hein, quand on y réfléchit. Il y a 10 pages, il y a 10 lignes, quoi, je veux dire, sur lui. Et c'est clair que si on prend sur, sur Wikipédia n'importe quel présentateur de télévision, il va avoir 10 fois plus de 10 fois plus de, de, d'explication de son existence. C'est comme ça, c'est la vie, il faut se faire à ce genre d'idées. Donc, l'étonnement du lecteur accompagne les émois de la conscience qui tient la scène. Chaque coup de théâtre la bouleverse et la change. Ensuite, elle se reprend et de nouveau son point et de nouveau et son nouveau point de vue, elle évalue ce qui vient de lui arriver. Chacun de ces tâtonnements naïfs se double donc en elle d'une réflexion plus avisée, et la phénoménologie entrelace l'essor premier de la conscience qui fait son apprentissage et le deuxième mouvement de cette conscience qui, revenant sur elle-même, s'élève comme à une seconde puissance. De plus, le philosophe
Alors là, ah bon, il y a un problème là, tiens. Alors, de plus, le philosophe entre à son tour dans ce jeu. Ça et là, il résume une intrigue d'abord ténébreuse et compliquée. Il précise la signification d'un passage important et le situe plus précisément dans son contexte. Voilà donc trois voix ou trois instances qui s'interpellent et dialoguent, conférant à la phénoménologie une vitalité singulière. Voilà, ah bah tiens, c'est ce dont j'ai parlé ce matin en écoutant sur France Culture, donc euh, Frédéric Worm, à la fin d'une émission de philosophie, qui commente, je ne me souviens plus du tout ce que c'était, mais il le faisait sous la forme justement thèse, synthèse, thèse, antithèse, synthèse. Et je me suis dit, évidemment, c'est ça qu'il faudrait faire. Je devrais à chaque fois, quand je parle de voilà un système, n'importe lequel, je critique un système, je donne ma thèse, je donne l'antithèse, mais voilà, je dis ça, le néolibéralisme se comporte mal dans telle situation, etc. Mais l'antithèse, mais quoi qu'il arrive, il a une valeur, une vocation, etc. Et la synthèse, voilà, on peut critiquer le néolibéralisme, mais il faut révéler ce qui est bon, et voilà, ça permet d'amener, ça permet l'évolution de l'humanité. Voilà. Donc, il faudrait tout un peu tourner sous ces trois axes-là. Voilà donc trois voies ou trois instances qui s'interpellent et dialoguent, conférant à la phénoménologie une vitalité singulière. Mais bien d'autres audaces de Hegel accroissent cette animation. Ainsi, parmi les relais du long itinéraire de la conscience, il introduit non seulement les doctrines et les conceptions du monde, mais aussi les attitudes symptomatiques des événements frappants, des institutions prestigieuses. Et pour les camper plus concrètement, il fait appel à des œuvres ou à des témoignages qui ne révèlent pas du genre, qui ne relèvent pas du genre philosophique. L'Antigone de Sophocle, le neveu de Rameau, de Diderot, la Marianne de Marivaux, les drames de Schiller et de Goethe, les propos ou les gestes de Louis XIV, de Robespierre ou de Napoléon. Au service de l'esprit, il mobilise toutes les formes d'expérience, sans omettre les plus piquantes. Oh ben ça donne vraiment envie de le lire quand même. Mêlant étrangement les intentions et les recours, la phénoménologie accorde à ses lecteurs une grande liberté d'interprétation. Le programme d'ensemble étant connu, il leur est facile et profitable de prélever quelques scènes cardinales pour les savourer à loisir. Ainsi, la dialectique de la certitude sensible, classique, celle du maître et de l'esclave, souvent vulgarisée, celle du mal et de son pardon, riche d'arrière-pensée, tiens ça alors, riche d'arrière-pensée, point. Le mal et son pardon. Ah, mais non, mais il faut vraiment que je lise ce Hegel, vraiment. Hein. Ils peuvent aussi, ça sera l'œuvre de ma vie alors, de, de me choper la phénoménologie et d'essayer de la comprendre et d'essayer de l'expliciter. Alors ça va faire, là, si déjà ce petit ouvrage, il va faire peut-être 30 ou 40 vidéos, on va frôler les 10 millions de, de vidéos rébarbatives. Bon, ils peuvent aussi s'attarder devant des portraits. La belle âme, l'âme noble, l'âme divisée, le jouisseur, le vertueux. Oh là là, mais il s'occupe de tout ça. Ben, c'est un peu comme dans la mécanique universelle. Bon, chaque scène isolée mérite d'être appréciée à divers titres. Précision de la référence historique, fermeté de l'analyse, objectivité sociologique, envolée dialectique. Mais une aussi grande variété
d'attrait émane de la phénoménologie tout entière, dans la profusion de ses détails et l'exubérance de ses prolongements. Ce n'est pas un manuel et l'on ne saurait dresser le tableau de ses enseignements. Elle vaut surtout comme gigantesque protocole d'expérience intellectuelle et sociale que chacun peut faire utilement en la lisant. Une sorte de modèle donc, mais qui ne contraint pas les néophytes. Il les convie à inventer des interprétations en s'inventant eux-mêmes. Sans doute, ce monde au bout duquel Hegel décide de se poster nous déconcerte-t-il un peu. Ce n'est plus le nôtre. L'histoire nous a glissé dans d'autres perspectives. Pourtant, la mise en scène hegelienne reste fascinante. Il faut s'en rendre familier les effets, ne serait-ce que pour mieux sentir la différence. Il faut se prêter à ce dépaysement. La phénoménologie, abondante et touffue, mais tendue, ne supporte guère le résumé. Elle réclame plutôt le commentaire et la documentation. Il n'est possible, en peu de mots, que de baliser très sommairement ces voies d'accès. Le tracé que l'on dessine alors est aride et rocailleux, comme un sentier dépouillé de ses frondaisons. Et ben voilà, je ne l'avais pas lu, hein, ça, je le découvre en même temps, mais voilà, comme le tracé est aride et rocailleux, comme un sentier dépouillé de ses frondaisons. Et ben voilà, je considérais la même chose pour la mécanique universelle avec un désert australien pour chercheurs d'or. Voilà. Hegel nous conduit à 3 niveaux d'expansion de la conscience. Alors, je vais arrêter là. Ah bon, je vais. Alors, non. Oui, je vais pas m'attaquer à ce passage. Les 3, c'est de l'indistinction à la raison, 2, l'expérience de la vie sociale, et 3, les superstructures. Voilà, donc ça fera partie d'une prochaine vidéo. Donc Hegel nous construit à 3 niveaux d'expansion de la conscience. Voilà, l'expansion de la conscience. L'expansion de l'humanité vers la conscience absolue, vers l'esprit absolu, vers sa perfection et l'extase facile pour tous. L'éveil. Voilà, ça serait plus simple de parler de l'éveil. Nous allons vers l'éveil. L'humanité va vers l'éveil total, global, général. Voilà, je vous remercie de votre écoute et à bientôt.